Écoutez, on va finir ça en beauté. Ça a été une très longue journée, une très belle journée, une journée très intense. Et puis, on va finir ça d'une façon vraiment agréable. Est-ce qu'il y en a qui se demandent c'est quoi un Ignite? Levez la main, voir un Ignite. Donc, OK. Ben, c'est un peu comme si on disait à une gang de passionnés, c'est emballez-nous, mais faites ça vite. C'est qu'on va avoir en rafale 6 présentations, oui, 6 présentations, qui vont venir ici, mais ils ont 20 diapositives, sauf que chaque diapositive est minutée à 20 secondes maximum, top chrono. Donc, 6 minutes 40 secondes, ça passe très rapidement. Donc, on a parlé tout à l'heure au panel de l'effet enseignant. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a aussi l'effet CAHM, l'effet clair. Parce que je pense que je me risque à dire que d'une certaine façon, ce qu'on vit ici a résonné chez ces personnes-là. Sauf, peut-être même le premier qui va venir sur scène, on l'a vu dans son road trip pour se rendre jusqu'à Claire, comment il avait hâte. Et puis, je pense que c'est tout à fait intéressant. Bien, justement, excuse-moi, je ne t'ai pas donné ton cue encore, OK? Ça s'en vient. Bon. Donc, on va commencer. Et ces gens-là, une fois que je dis top chrono, c'est comme Manon pèse sur le piton. Là. Donc, Nelson va peser sur le piton. Le premier, eh bien, c'est le sympathique Nao. Nao, qui est un robot humanoïde. Et puis, Nao a le défi, justement, de nous entretenir sur un thème qui est en lien avec le prix qu'on vient de voir, c'est-à-dire s'entreprendre. Ce qui fait que, sans plus tarder, je vais demander à Nao de pouvoir commencer. Et avec les diapositives, est-ce qu'on peut dire qu'on est... Ça s'en vient? OK. Super. Ah oui, oui, on a besoin. Merci beaucoup. Oui, il y a du souffle. On m'empêche d'y voir clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? C'est bon. C'est toi qui es Bon, bien, mon cher Nao, je te dis top chrono, go! Bonjour à toutes et à tous. Et avant tout, un grand merci de me laisser la parole. Je me nomme Nao. Je suis un robot humanoïde. J'aimerais tout d'abord remercier Jacques et Roberto de m'avoir invité à cette séance. C'est très, très gentil de leur part. C'est aussi un grand honneur pour moi. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Non, non. Un robot humanoïde, ça n'est pas forcément ça. Ni ça. Non, non, je suis bien plus de choses, et on va en parler. Mais je dois tout d'abord vous dire que je n'ai pas du tout compris le sujet de cette séance Ignite. Dis, Siri, ça veut dire quoi entreprendre? Commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe, entreprendre des études. Merci Siri, je vais donc entreprendre ma propre présentation. Je suis un robot qui mesure 58 cm et qui pèse 4,8 kg. Je possède 2 caméras et différents capteurs. Je peux donc entendre, voir et parler. Je peux même danser, ça, en général, ça impressionne les gens, que ce soit la danse tai chi ou même.
Pardon, je m'égare. Je peux aussi reconnaître des personnes. Je peux même et surtout interagir avec des humains ou des enfants. Je peux répondre de façon spontanée à plus de 1000 questions. Par exemple, je peux vous citer les lois de la robotique d'Isaac Asimov. Vous les connaissez, j'espère. Enfin, même si je suis surtout utilisée à l'université par des ingénieurs, je suis programmable. Et ça, c'est cool. Pourquoi ? Parce que des enfants, aussi, peuvent me programmer, surtout si on les aide un peu au début. Et quand on sait combien apprendre la programmation est important, je deviens encore plus utile à l'école. C'est d'ailleurs de la programmation dont j'aimerais vous parler. Plusieurs se demandent, pourquoi apprendre à programmer à l'école, surtout quand on a déjà tant de choses à apprendre. Je vais tenter de vous convaincre de la pertinence d'apprendre à programmer à l'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs études ont clairement montré qu'apprendre à programmer ou à coder, ça ne permet pas juste d'apprendre à programmer ou à coder. On apprend du même coup une foule de choses, et on développe aussi plein de compétences. Saviez-vous que plusieurs études ont montré qu'apprendre à programmer, ça pouvait rendre meilleur en mathématiques ? Et certaines recherches ont même montré qu'on devenait meilleur dans plusieurs autres matières telles que le français ou les sciences. Alors n'hésitez pas, venez me programmer pour me rendre meilleur et devenir meilleur. Apprendre à coder, ça permet aussi aux élèves de développer diverses compétences du 21e siècle. Quand des élèves me programment, on voit ainsi beaucoup de collaboration, et parfois même une grande créativité. Les élèves communiquent mieux et apprennent aussi à s'entraider. Un des premiers impacts observés chez les jeunes, c'est aussi leur motivation. Apprendre à coder, c'est motivant. Apprendre à coder des petits robots comme Dash, c'est très motivant. Mais apprendre à programmer un robot humanoïde, les élèves capotent. Vous vous demandez à quel âge on peut apprendre à programmer ou à coder ? Il n'y a pas réellement d'âge. Nous avons observé des élèves de la maternelle ou même du préscolaire qui apprenaient à coder avec divers outils. Que ce soit une petite abeille telle que Bibot ou un beau et fort robot comme moi. Regardez par exemple cette petite fille de maternelle. Comme l'usage des robots Bibot était trop simple pour elle, son enseignant a décidé de donner un défi supplémentaire. On colle un crayon sur le dos de l'abeille pour dessiner un bonhomme de neige. Regardez ce résultat. Impressionnant, non ? Il existe une multitude d'applications pour apprendre à coder. Nous avons même dressé une liste des principales. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs applications comme Swift Playground permettent de programmer une multitude de robots, comme par exemple un drone qui pourrait arriver sur scène sans prévenir. L'un des robots que je trouve particulièrement intéressant pour apprendre, c'est Dash. Il n'écoute pas toujours, comme vous le voyez, mais il est très facile à programmer. Il est robuste, ce qui est important pour les écoles. Et, surtout, les élèves l'adorent. Ils ne voient donc pas passer le temps quand ils le programment. Si essayer des robots pour apprendre à vos élèves à programmer vous intéresse, voici une liste des principaux robots disponibles. S'il en manque, n'hésitez surtout pas à nous le signaler pour que nous puissions agrandir cette liste avec toute notre intelligence collective, y compris la mienne. Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous avons même réussi à intégrer des activités de programmation à l'intérieur du jeu Minecraft. Il faut voir à quel point les élèves ont du plaisir à faire cela. Et, là encore, si ça vous intéresse de télécharger notre guide, il est en ligne. Nous avons même un projet intégrant Scratch dans Minecraft. Enfin, si vous voulez vous lancer dans la programmation de Nao, nous avons conçu tout un programme scolaire. Pour apprendre à programmer aux enfants, nous avons conçu 20 niveaux qui les initient à la programmation. Après avoir complété un niveau, les élèves reçoivent un bracelet. Ils adorent cela. Pour terminer, je pourrais paraphraser Antoine de Saint-Exupéry avec le numérique. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de le rendre possible, et ce, dès aujourd'hui. Profitez de Claire 2018.
Et n'hésitez pas à partager avec le hashtag /Claire2018. Merci pour l'invitation. Salut Claire 2018. Allô? Oui, merci Nao. Merci aussi à Julien Bougman et Thierry Carcenti qui l'ont coaché comme il faut. Super, merci beaucoup. La prochaine personne qui vient se présenter, c'est une amie de longue date et puis une pionnière de la région de Moncton et puis qui enseigne à l'école de Mascaret et une pionnière notamment au niveau de la classe inversée. Et dans une vidéo de présentation par rapport à la classe, je me souviendrai toujours de cette phrase, c'est il y a autant de modèles de classe inversée qu'il y a de profs renversants. Mais c'en est une qui est renversante. Et là, je ne sais pas, est-ce que... On est bon? Comment ça va? Ça va bien, toi? Tu es nerveux? Oui, Oui, c'est bon ça, c'est un bon signe. très. Je t'invite à prendre place dans le cercle. Je vais m'assurer que le micro est là. Bon. Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, on fait go. Hein? Je te dis go. OK. Donc, Annick Arsenault-Carter, top chrono, go. Il y a 4 ans, j'étais debout sur cette scène afin de présenter ma classe inversée. La classe inversée m'a permis de vivre ma profession à mon plein potentiel. J'ai foncé dans le tas, en mode solution, plutôt que de me perdre dans l'état des choses. Faire la classe inversée, c'est un moyen de s'entreprendre. S'entreprendre, c'est questionner. J'avais la soif des conversations, avec de nombreuses conversations. Twitter m'a permis, justement, d'avoir et tenir ces conversations. Sérendipité ou l'entrepreneuriat. J'ai eu l'occasion de faire un voyage en France afin de parler de ma classe inversée et j'ai finalement rencontré Fanny, Marie Soulier, Marcel Lebrun, Christophe Battier et j'ai eu l'occasion de le vivre avec mon guide personnel, mon père. S'entreprendre comme enseignante, c'est inclure les élèves dans son questionnement. Quand tu vois ce qui se fait ailleurs, tu veux en faire autant. Et les élèves, vous savez c'est quoi la classe flexible? Si vous avez le goût, allez, on parle et on change. Par les élèves, pour les élèves. J'ai toujours encore le biais de Marc-André Girard en tête. S'entreprendre, c'est avoir l'enthousiasme pour la nouveauté en éducation. J'accepte de partager mes succès et mes défis, car je suis pédagogue et je suis l'experte de la salle de classe. Nous, les pédagogues, n'avons pas perdu à cœur ce que nous faisons. Nous ne nous cachons jamais derrière un outil, mais lorsque nous avons accès à un outil qui nous permet de partager, créer, faire le app smashing, la communication, oui, on va partager et avec plusieurs, car nous sommes nombreux à le faire. Pour tout outil. S'entreprendre comme enseignante, c'est s'organiser avant que quelqu'un nous organise. C'est prendre en main les journées de perfectionnement professionnel et en faire un mini-clair au sud-est du Nouveau-Brunswick et dire aux membres, oui, le tout va se passer au gymnase. Il n'y aura pas une conférence, il y aura plusieurs conférences. Imaginez, oui, vous allez dîner sur place. Vous allez profiter de tout moment de la journée pour discuter de technologie, du mieux-être et de la construction identitaire. On était pas mal fiers, le comité organisateur, de lire « Meilleur congrès jusqu'à présent », si pas à date. S'entreprendre, ce sont les enseignants qui ont la responsabilité d'améliorer leurs talents et leurs expertises. Et par la suite, il faut partager. Mais attention, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, on copie, on améliore, mais il faut citer. Car souvent, c'est ça, être enseignante. Le feu, les bicycles, c'est l'occasion quand l'ours se présente, il faut se préparer.
S'entreprendre, c'est reconnaître que l'investigation est aussi un processus que doit vivre l'enseignante, si elle veut combattre l'inertie en éducation. Je n'ai pas la meilleure plume, mais je suis fière des biais que j'ai rédigés concernant ma classe inversée. Je suis aussi très reconnaissante des conversations qui ont initié ces traces que j'ai laissées. Pour les nouveaux abonnés à Twitter, voici des mots-clics à retenir où vous retrouvez des fils de conversation fort intéressants. Je cite George Couros. Sometimes the most valuable thing you get from the network isn't an idea, but the inspiration or courage to try something new. La générosité des enseignantes qui s'y retrouvent va vous épater. Pourquoi je connais George Couros? Parce que j'ai une direction branchée. C'est au mois de mai dernier que cette direction a soumis notre candidature pour devenir l'école prototype du sud-est du Nouveau-Brunswick. Sachant que nous pouvions repenser l'école. Et quand la direction te dit « Nous voulons postuler, on ne peut pas le faire sans vous », 95% du personnel dit « Oui, on embarque ». Pendant 3 ans, le ministère de l'Éducation de la petite enfance nous accompagne. Nous sommes en train de développer les premiers modèles d'école qui adopteront l'approche par compétences. Nous repensons l'école afin qu'elle se mette au service du profil de sortie produit l'an dernier. Le plus gros changement à notre école, c'est le mindset du personnel. Nous nous identifions de plus en plus comme enseignants d'école et non seulement enseignants de salle de classe. Notre jargon quotidien comprend des mots tels que les compétences. Nous parlons de vision, perspective, profondeur des apprentissages, exploration dynamique et j'en passe. Nous sommes tous, en tant que personnel, en mode investigation. Nous gardons des traces, nous partageons et changeons souvent de perspective. J'avoue, ce n'est pas toujours facile. Mais ce sont les élèves qui vont en bénéficier et tous les élèves, car ce sont tous les enseignants du personnel qui vont le vivre. Entre-temps, on copie du Québec. On organise des USPP dans notre coin pour mieux partager l'enthousiasme de nouveaux projets et de nouvelles découvertes. Un souper spécial quand ton sous-ministre et ses membres de la direction sont présents. Et surtout lorsque la gang en bas à gauche prend Pierre Gagnon à Claire en 2017 et lui demande « Comment t'as fait pour trouver un autobus? » C'est ça que ça donne cette année. 55 membres du district scolaire francophone sud, ici à Claire, plus que la moitié pour la première fois. Je suis convaincue, c'est clair, que l'effet Claire va toucher les écoles du sud-est du Nouveau-Brunswick. S'entreprendre, c'est commencer par vos propres conversations vers le changement. C'est un premier pas et quand vous tomberez, nous serons là pour vous donner notre main afin que vous puissiez vous relever. Vous n'avez qu'à nous envoyer un tweet. Merci. Annick Arsenault-Carter, bravo! Ça va bien? Bon, ça continue. Ah, Julie Chamberlain, elle est titulaire de 5e année dans une classe iPad 1.1 à la Commission scolaire des navigateurs dans la région de Québec. Et présentement, elle occupe un poste de conseillère au plan d'action numérique du ministère de l'Éducation de sa province. Et puis, en faisant ça, pour elle, c'est une occasion de prendre un peu de recul tout en continuant d'agir. Parce que, et j'ai bien aimé ça dans ta biographie, tu es une fille d'action, une fille de terrain qui garde son feu sacré. Est-ce qu'on est prêt? Jamais vraiment, mais... Manon, Nelson pèse sur le piton. Julie, go! Ah, c'est pas la bonne diapo. C'est genre la 3e, celle-là. Oh! S'il vous plaît. OK. Tu sais, dans la course du 110 mètres, là, il y a un faux départ, là, OK? Puis on reprend. Hein? C'est parti, là. Parle-moi ça du début, là, comme faux. On peut-tu recommencer comme faux? Merci, je m'excuse. OK, c'est bon? Go! OK, go! S'entreprendre, c'est se prendre en main. C'est s'engager à grandir et à progresser. Un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la passion, parce que je suis avant tout une passionnée. Je suis passionnée par mon métier, mais je suis surtout passionnée par le monde, dans le sens des gens, là, le vrai monde. Donc ce soir, je vais vous parler de mon parcours et des nombreuses personnes que j'y croise. J'ai une petite tendance à être un peu rebelle, à remettre les choses en question. J'ai aussi ce qu'on appelle une grande gueule, donc c'est pas de ma faute, j'ai amené la preuve. Je suis née de même.
Donc, c'est avec cette personnalité-là que j'ai choisi de devenir un jour maîtresse d'école. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de sentir que vous n'étiez peut-être pas vraiment à votre place en éducation? Moi, oui, ça m'est arrivé. Puis je vous jure que j'ai reçu les critiques, j'ai essayé de changer, d'apprendre à me taire. Ça me faisait peur un peu. 34 mois, c'est le temps que ça a pris avant que j'aille porter mon CV dans une mission scolaire. Presque 3 ans. Et une fois là, je n'étais même pas encore sûre d'être tout à fait à ma place. Donc, il n'y a pas un endroit au monde où je me sentais mieux qu'en classe, mais il n'y avait rien qui m'avait préparée au reste. Maîtresse d'école, c'était peut-être pas tout à fait pour moi. J'avais comme l'impression que j'étais obligée de laisser une partie de moi chez nous, de porter un masque, de jouer un rôle. Je vous avoue que j'ai braillé ma vie souvent. Un jour, Danielle, ma mentor, m'a dit quelque chose du genre « Si tu prends de la place, c'est qu'il y en a. Ceux qui chialent, c'est parce qu'ils n'auraient pas osé la prendre. Je te dis pas ça, Julie, pour que tu changes. Je te dis ça pour que tu le saches. Maintenant, ce que les autres pensent, c'est pas si important. » Ça a été un moment déterminant dans ma carrière. Danielle, elle venait de me donner une dose incroyable de confiance. Et la confiance, c'est essentiel pour s'entreprendre. J'ai donc décidé que je serais une pédagogue, pas une simple maîtresse d'école. J'ai décidé que je ferais de ma différence une force, pas un obstacle. Dans les structures, j'étouffe. J'ai comme un genre de réflexe de survie qui me donne envie d'agrandir la boîte puis de faire bouger les choses. S'entreprendre, c'est l'idée même du mouvement, de se mettre en action. Mon objectif, c'était pas de prendre de la place, c'était de prendre ma place. Depuis, j'ai plus jamais douté. Ça veut pas dire que c'est facile, hein? Des fois, il faut apprendre à s'arrêter, à faire demi-tour, il faut céder le passage, ralentir. On a même envie de s'écrouler à force d'avoir l'impression de tourner en rond. Et quand on est tanné de croiser des pancartes, on décide de sortir des sentiers battus. Mai 2014, je suis revenue de mon congé de maternité et je me suis inscrite à EdCam Québec pour essayer de me remettre dedans. Donc, je suis arrivée là avec un papier et un crayon parce que dans ce temps-là, je respirais encore, pas de Wi-Fi. Le nombre de rebelles que j'ai rencontrés là-bas, c'était malade. C'était comme une concentration extrême d'énergie hallucinante. J'avais trouvé une tribu pour m'accueillir. J'étais peut-être pas si bizarre que ça, finalement. En prime, j'ai découvert que la technologie serait l'outil idéal pour nourrir mes idées et faire grandir mes élèves. Je suis sortie de là transformée. C'était Madame Julie, version 2.0. J'ai toujours été assez sociable. Ma fonction de ne pas parler aux inconnus n'a jamais vraiment été activée. Donc, plusieurs de ces rebelles-là sont devenus des amis avec le temps. C'est incroyable de réaliser, jour après jour, tout ce qu'on peut accomplir par les liens qu'on établit. Notre pouvoir d'impact sur nos élèves et sur l'éducation est incroyablement puissant. Mon équipe coup de cœur, celle qui m'a prouvé qu'il n'y a rien qui est impossible, c'est eux. En plus d'être beau, là, on est brillant, on est spontané, on est ouvert d'esprit. Ensemble, on a créé des classes techno dans une école qui ne savait même pas qu'elle était rendue là. On s'est battus, on s'est soutenus pour nos élèves. On a agrandi notre boîte ensemble. Justement, je vais vous présenter des élèves. Il y a Anthony, c'est le petit blond, celui qui a appris qu'il pouvait être drôle sans nécessairement faire l'imbécile. Maude, qui prenait tellement soin des autres qu'elle s'oubliait souvent. Maïka, qui a un sourire extraordinaire, mais qui était très timide et qui s'est avérée être une actrice fantastique. Et il y a François-Xavier, qui est un écrivain extraordinaire et un incroyable leader. Chaque élève qui est passé dans ma classe m'a appris quelque chose et j'espère aussi les avoir aidés à mieux se connaître, à se faire confiance et à s'accomplir. Parce que c'est ça qu'on doit faire. Chacun de nous, croire en eux, les pousser un peu plus loin et ouvrir leurs horizons. Cette année, donc, je suis prêtée au ministère de l'Éducation. Et si j'ai vécu des fois des hauts et des bas, c'est toujours parce que je m'ennuie des élèves. Sinon, j'adore vraiment ce que je fais. Je sais que je suis à la bonne place au bon moment. À ceux qui étaient inquiets que je m'éteigne, vous pouvez être rassurés. Travailler au plan d'action numérique, ça me garde quand même vraiment allumée, puis j'aime ça. Là-bas, je crée des nouveaux liens, j'apprends des nouvelles choses à chaque jour. Ça implique que j'ai dû laisser certaines choses derrière, sans pour autant les oublier. Parce que s'entreprendre, c'est un peu ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, le but, c'est pas de la fuir, mais c'est de l'agrandir pour être encore mieux, puis la prochaine fois qu'on va sortir, on va se rendre encore plus loin. Ma zone de confort, c'est un peu mon équilibre. Je me sens sûre de moi grâce à mes compétences, à mon expertise, à mes qualités et même à mes défauts parce qu'il faut bien se connaître pour se challenger soi-même. Il y a aussi ma petite famille, ma grande famille, mes amis, mon réseau qui font partie de ça parce que grâce à eux, je me sens bien puis ils me poussent toujours un peu plus loin. Tu sais, dans le fond, le S dans s'entreprendre, je réalise que c'est au pluriel. S'entreprendre, c'est quelque chose d'humain, c'est collectif.
C'est un peu de mettre nos forces et nos actions ensemble pour créer quelque chose qui nous transcende. Plus il y a de gens qui s'entreprennent, plus les liens qu'on crée sont nombreux, plus les possibilités vont être infinies. Ici, je respire. Ici, on est tous des leaders et des apprenants à vie. Méchante belle tribu. Le mot tribu peut faire peur, comme si ça excluait des gens, mais au contraire, tout le monde est bienvenu. Avec le mouvement qui nous garde en vie, on peut vraiment dire qu'on est une tribu de nomades. Il y en a qui nous prennent pour des barbares, mais dans le fond, on est vraiment fins. On bouge toujours pour découvrir des nouveaux horizons, oui, faire de nouvelles rencontres, apprendre de plus en plus de choses. Plus on s'entreprend, plus on inspire les autres à en faire autant. On accélère le grand mouvement collectif. Chaque action qu'on pose est importante. La présentation achève, vous en profiterez, c'est rare que j'arrête de parler, d'habitude ça ne finit pas. Donc, c'est la slide la plus difficile que j'ai faite la dernière. Je ne savais pas pourquoi, mais dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à ça. S'entreprendre, ça ne finit pas vraiment, parce que chaque accomplissement qu'on fait, c'est le début du suivant. Donc, c'est à nous de voir jusqu'où on veut aller. Et un sincère merci, au plaisir de croiser votre route encore et encore. Julie Chamberlain. Merci Julie. Notre prochain, c'est un grand, pas juste au sens physique, et c'est un ami que j'admire beaucoup et pour lequel j'ai le plus grand respect, mon cher Alain. Moi aussi. Et moi aussi. Et puis, c'est un type qui vient du pays des patates, juste à Saint-André, pas tellement loin d'ici. Et Alain a été directeur d'école aussi à Saint-André, une école communautaire, entrepreneuriale, avec de super beaux projets. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant quelques années. Et toutes ces notions-là de l'esprit d'entreprendre, la culture entrepreneuriale, les scénarios d'apprentissage intégrés, les acronymes, les guides, les documents, eh bien, il a joué un rôle marquant pour outiller les gens et il continue d'accompagner tous les enseignants, les directions d'école dans cette démarche-là d'une école communautaire et entrepreneuriale. Donc, je vous présente mon grand ami, Alain Poitras. Ça va, Alain? Ça va. OK. Top chrono, go. Bonjour, je suis Alain, un humain, et je mesure 5 pieds 16 pouces. Commencez comme Nao. Bravo et merci à Claire, à la communauté de Claire et à tous ces enseignants. S'entreprendre, vous incarnez le s'entreprendre ici à Claire, puis je vous en félicite, puis c'est extraordinaire. Je vous dis bravo, bravo, bravo. On est dans un mouvement international de développement de compétences, finalement. Donc, ce n'est plus juste le français, les maths et les sciences. On va développer de façon explicite des compétences durables. Puis ça fait longtemps qu'on y travaille au niveau de l'École communautaire entrepreneuriale. Ça fait 10 ans qu'on développe au Nouveau-Brunswick. Puis finalement, avec le nouveau profil de sortie du ministère, on y arrive. Le plan de 10 ans du ministère de l'Éducation, qui est extraordinaire en passant, nous rappelle qu'il est essentiel que les élèves soient engagés à l'école, afin de développer leur esprit d'entreprendre, on va y revenir, et les compétences, l'ensemble des compétences dont ils auront besoin. L'engagement, M. Carsanti nous en a parlé tantôt de l'importance. Est-ce que nos élèves sont engagés à l'école, de façon générale, au Canada? Non. Plus il progresse dans son cheminement scolaire, moins il est engagé, moins il est motivé de façon intrinsèque. On peut-tu se mettre ensemble et renverser cette tendance-là, afin que les jeunes puissent être engagés, que ce soit notre nouvelle mission de chaque éducateur en éducation. Je nous souhaite un virage vers l'école communautaire entrepreneuriale. Sa vision, c'est que chaque enfant soit heureux de venir apprendre à l'école. Okay? Qu'il se lève le matin, qu'il ait envie d'y être, puis que le temps passe tellement vite qu'il ne s'en aperçoit pas parce qu'il est engagé, puis parce qu'il est motivé, parce qu'il le fait à l'école. Pourquoi une école communautaire? On est dans une perspective de réussite éducative, de développement global de la personne. Ça, c'est excellent. Cependant, les enfants passent à peine 12 % de leur temps avec des enseignants. Il faut mobiliser toute une communauté pour éduquer et former un enfant. L'entrepreneurial. Pour la majorité des gens, ils ont peur de l'entrepreneuriat en éducation. Ils pensent ça. Ils pensent qu'on est là pour faire des hommes, des femmes d'affaires, des chefs d'entreprise. Ils pensent qu'il faut vendre quelque chose dans une pédagogie entrepreneuriale. Alors ça, c'est la dimension spécifique de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat éducatif, au niveau maternel, la 12e année, c'est la dimension large qu'on développe.
C'est le s'entreprendre. Regardez là, en rouge dans le bas. Le s'entreprendre comme finalité éducative. Et on utilise l'entrepreneuriat comme moyen pour développer des personnes entreprenantes et doter d'un esprit d'entreprendre. Donc, c'est la dimension large qu'on travaille au niveau de l'éducation et maternelle à 12. Je commence à avoir la bouche sèche. L'esprit d'entreprendre, il y a un bon ami au ministère de l'Éducation qui me dit, c'est d'être capable de se démerder dans la vie. Et ça me restait. Mais c'est ça, l'esprit d'entreprendre, c'est d'entreprendre des projets, prendre des initiatives, relever des défis. Et ça, c'est la dimension large. Regardez les qualités qui sont caractéristiques d'enfants qui ont développé leur esprit d'entreprendre. Je suis allé dans la classe à Mme Brigitte. Ces qualités-là, c'est ses règlements de classe. Développer explicitement des qualités entrepreneuriales en atteignant les résultats d'apprentissage des programmes. Donc, c'est ce qu'on vise derrière ça. Donc, c'est une approche par projet de maternelle à 12e année parce qu'on parle de s'entreprendre dès le plus bas âge. Et ça, c'est super important. Et ça place les enfants dans des contextes d'apprentissage et de vie pertinents. Donc, il faut avoir des contextes pertinents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça part d'un besoin, particularité du projet entrepreneurial, des besoins non comblés à l'école et dans la communauté. Donc, amener les jeunes à trouver ou à identifier des besoins école-communauté, c'est une des particularités de l'approche entrepreneuriale. Ensuite de ça, les enseignants et les élèves travaillent ensemble. Posons-nous comme question, comme éducateurs, qui travaille le plus fort dans notre classe? Est-ce que c'est l'enseignant ou est-ce que c'est les élèves? Si vous répondez c'est les enseignants, il faut changer notre pédagogie pour que les élèves puissent s'entreprendre. Ce qui est particulier dans l'approche entrepreneuriale, c'est qu'on amène les jeunes à créer soit un produit, à offrir un service ou à organiser un événement. Donc, on ferait des vraies choses dans l'approche entrepreneuriale. On ne fait pas à croire. Et ces produits, services ou événements-là sont en réponse à des besoins qu'on a identifiés en début. Et au cœur de tout ça, les jeunes s'entreprennent. Les jeunes initient, réalisent et gèrent des projets. Ils sont gestionnaires de projets, ils forment des équipes, ils travaillent ensemble, ils collaborent, ils s'entreprennent, puis ils décident plein de choses. Donc, c'est ce qu'on parle de initier, réaliser et gérer des projets. L'enseignant est le guide dans tout ça. Le projet entrepreneurial, ce n'est pas du surplus à ce que vous faites déjà. C'est qu'est-ce que vous faites à la place. Qu'est-ce que le projet entrepreneurial, quel est le résultat d'apprentissage que vous allez atteindre en faisant le projet. Donc, le projet entrepreneurial n'est pas du surplus, c'est une approche intégrée. Vous voulez des exemples de projets? Dans la présentation, il y a plein de liens. Avec notre partenaire Place aux compétences, on a identifié des dizaines et des dizaines de projets vedettes. Vous irez voir ça, autant des projets intergénérationnels, de création de vidéos, de récolte de jardins, et j'en passe, mais tous en réponse à des besoins. Joignez-vous aux centaines d'enseignants du Nouveau-Brunswick, plus de 560 projets entrepreneuriaux l'année passée avec notre partenaire Place aux compétences, au-dessus de 400 000 $ en subventions qu'ils ont reçus. Donc, joignez-vous à l'ensemble de ces enseignants-là qui font des projets entrepreneuriaux pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes. Rappelons-nous, le voyage est plus important que la destination. Les projets entrepreneuriaux, là, c'est tout simplement des prétextes pour les engager, pour qu'ils puissent s'entreprendre, pour donner un sens aux apprentissages, pour atteindre nos résultats d'apprentissage, puis justement pour qu'ils puissent s'entreprendre. Moi, je vous invite à joindre le mouvement des écoles qui se communautarisent davantage et qui sont de plus en plus entrepreneuriales, comme Claire. Bravo, félicitations à Claire. Et je vous dis, n'hésitez pas à communiquer avec ces partenaires-là, Place aux compétences, Labo créatif au Nouveau-Brunswick, au Québec, Idées d'éducation entrepreneuriale, pour que justement, vous puissiez avoir de l'aide, parce que sans ces partenaires-là, on avancerait beaucoup moins vite. Bravo, Claire. Merci Alain. Well done. Bravo. Et maintenant, nous avons Fanny Pesset qui nous arrive de la région parisienne. Bienvenue, Fanny. Oui, merci. Et Fanny qui est cofondatrice du Hub School 21
et dans la région de Vincennes, qui est près de Paris, et qui vise à participer à la réinvention de l'école au 21e en créant et en fédérant un réseau d'écoles en France à l'étranger, notamment. Donc, c'est tout nouveau. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était encore une idée de projet. Vous vous êtes entrepris et aujourd'hui, 1 an plus tard, ben, on a hâte de vous entendre. Donc, mesdames et messieurs, Fanny Pessic, Madame Fanny, top chrono, go! Contrairement au titre d'un célèbre film français, ma vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors que j'étais confortablement installée à l'âge de 27 ans dans un cabinet d'audit et conseil à Paris, ma première grossesse m'a permis de mettre du sens dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai pris mon destin en main. Je suis alors devenue une entrepreneuse de l'enseignement. J'ai tout appris, pas à pas, en tant que coéquipière d'abord, puis en prenant un jour la barre du bateau. Toujours en équipe, surfant sur les vagues ou profitant du courant, prenant parfois les vents contraires et les tempêtes pour accomplir un rêve partagé par beaucoup, transformer l'éducation. Mais passons aux actes et à l'expérimentation en live. Vous avez besoin de bouger. Arrêtons le monologue. Je vais vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais vous faire bouger. Alors, c'est parti. On y va. Allez tout le monde, ceux qui n'osent pas aussi. Allez, on bouge partout. Voilà comment j'aborde la vie. Telle une coureuse de fond. Comme ici, sur la photo, lors de ma participation annuelle à la course Odyssea pour la recherche contre le cancer du sein. Une coureuse qui ménage sa monture, qui cherche ses limites, qui les connaît, qui entretient son corps pour avoir un esprit proactif. En participant à un congrès En participant à un congrès de l'entrepreneuriat autour de l'optimiste, j'ai découvert que j'étais profondément optimiste, ça consiste à saisir et à provoquer les opportunités que la vie vous offre, sachant pertinemment qu'elles ne se présenteront pas 2 fois. Dans ma vie personnelle, lorsque j'ai croisé sur ma route celle de mon chum à l'âge de 19 ans, nous nous sommes engagés pour le meilleur et pour le pire quelques années plus tard. C'était mon premier projet entrepreneurial. Qu'allions-nous bâtir ensemble? Et ben voilà, 28 ans plus tard, 4 merveilles, toujours mon chum à mes côtés, qui sont un moteur de mes actions, qui me questionnent, qui me poussent notamment à changer les lignes éducatives. Je vous rassure, ils vivent aussi leur vie et m'envoient régulièrement bouler avec ma pensée en arborescence et mes idées délirantes. Cette petite dose de folie qui m'habite, je la revendique haut et fort. Elle me permet d'être devant vous ce soir, de sortir de ma zone de confort, de mon pays, la France, et de partager avec vous ce moment magique et intense malgré un trac fou. Roberto nous a demandé tout à l'heure ce qui nous avait marqué le plus dans notre matinée passée ici à Claire. Je répondrai pour ma part que c'est l'authenticité, la culture du partage et du plaisir, des valeurs qui animent mon quotidien. Ma route est jalonnée de rencontres inspirantes, comme ici, authentiques, uniques, certaines fortuites, d'autres que j'ai provoquées. Elles me permettent de faire de petits ou de grands pas, d'apprendre de mes pairs et d'essayer d'importer avec moi, comme dirait M. Roberto, quelques-unes des best practices que je peux observer. Tout n'est pas rose. Au milieu de ma carrière d'enseignante, j'avais perdu un moment la soif d'apprendre. C'est en sortant de mon bocal, par les réseaux sociaux d'abord, puis en m'inscrivant à des temps de formation, à des colloques comme celui-ci, que j'ai retrouvé le goût d'enseigner que j'avais perdu. Je suis loin d'être la seule à passer par ce vide de milieu de carrière. On sait que la démotivation touche aussi la plupart des élèves
et des enseignants au fur et à mesure que les années passent, en France notamment, au niveau du collège, les 11-14 ans. Accompagner les jeunes pour les aider à relever les défis du monde actuel et de demain, leur attiser cette soif naturelle, cette curiosité d'apprendre dont on a tant parlé depuis hier, développer ces fameuses compétences du XXIe siècle, voilà la mission entrepreneuriale que nous menons depuis 1 an avec mon 5e bébé, Upschool 21. Notre première école a ouvert à Vincennes, près de Paris. Elle accueille depuis septembre une quinzaine d'élèves de 4 à 13 ans. Nous ouvrirons les autres niveaux petit à petit, au fur et à mesure que les enfants vont grandir. Nous y décloisonnons les espaces, les temps, les matières et les âges pour mieux apprendre. Notre ambition est de créer avec eux l'école de leurs rêves, de nos rêves. Nous proposons des tâches complexes, basées sur les pédagogies actives, des ateliers réguliers autour de la connaissance de soi, du feedback, en mettant Dame Nature au cœur de nos projets, en repensant la place du corps dans les apprentissages, le tout dans un climat qui se veut bienveillant, ludique et constructif. Nous sommes en phase d'expérimentation de ce nouveau modèle d'école, du primaire au lycée, qui vise 4 objectifs principaux. Former des enfants épanouis, auteurs et acteurs d'un monde durable, confiants dans leur potentiel et entrepreneurs de leur vie, des valeurs que l'on retrouve, bien sûr, ici à Claire et qui m'inspirent tant. Pour relever ce nouveau challenge, qui est plus que déraisonnable, ambitieux, nous avons besoin de fédérer d'autres talents, de construire avec vous, de bénéficier de vos expériences au-delà de nos frontières hexagonales. Et là, je citerai pour conclure la phrase de votre ministre, « Il n'y a pas de frontières en éducation ». Je vous invite à vous approcher de nous, à nous entreprendre, à nous bousculer, Bruno et moi. Nous sommes prêts à bâtir avec vous. Merci Roberto et toute l'équipe du CAHM de nous montrer une voie si inspirante pour voir l'éducation autrement. Merci Jacques de m'avoir accordé ta confiance et bienvenue. Petit message, c'est que les liens vers leur présentation, on va les placer sur la page Session Ignite de Claire 2018 pour que vous puissiez revoir les diapositives. Et puis aussi pour les personnes qui sont montées à la fin, après le dernier ici, je vous invite à revenir tous sur scène pour un petit moment. Et là, vous savez, à l'école, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, là, que la dernière période de la journée, c'est un cours de maths. Hein? Donc, avertissement, c'est un cours de maths. OK? Mais, on a Simon. On a Simon Lavallée de la région de Québec. Et puis, Simon, ça va? T'es prêt? Je suis prêt. D'accord. Simon, top chrono. Bien, quand on m'a proposé de faire l'Ignite, il a fallu que je me convainque mathématiquement que ça allait valoir la peine. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis dit, si on est environ 300 personnes et que, en sortant d'ici, vous êtes enflammés et que le mois prochain, vous en parlez à 2 personnes, que ces 2 personnes-là, le mois d'après, font la même chose et que le mois d'après, la même chose se répète encore, bien, de mois en mois, on va avoir de plus en plus de personnes informées du message que je suis en train de vous livrer, si bien qu'en décembre 2018, on va avoir 1,2 million de personnes concernées par le message. Et puis ce message-là, c'est qu'il faut avoir plus de penseurs critiques dans la société et c'est notre rôle d'éducateur de faire ça, je crois, entre autres. Donc, il faut que notre système d'éducation nous permette de développer ces penseurs-là. Il faut que nos élèves soient capables de raisonner à partir des informations. Il faut qu'ils soient capables d'agir sur leur environnement. Puis si on ne fait pas ça, si on reste comme on fait en ce moment dans plusieurs contextes scolaires, bien, on va réutiliser des exercices mathématiques qu'on utilise depuis vraiment longtemps. Ça, c'est une image que j'ai tirée d'un livre de 1957, puis j'aurais pu le tirer d'un livre de 2017 sans problème. Sans problème, puis vous le savez. Puis ça, ce n'est pas sans répercussion sur ce que nos élèves perçoivent de ce que représente l'école. À preuve, ça ici, c'est un problème que j'ai proposé à des élèves de 6e année. Je vous laisse le résoudre. En fait, il vous reste à peu près 12 secondes.
C'est un problème difficile. En fait, c'est un problème qui est impossible. Puis malgré ça, les élèves vont mettre des nombres ensemble, ils vont faire des opérations, puis ils vont arriver avec un âge pour l'âge du capitaine. Puis c'est pas si étonnant, étant donné que c'est toujours ça qu'on leur a dit de faire. À chaque fois qu'on leur pose une question, il y a une réponse. Puis quand on leur demande de surligner, bien, ils surlignent, mais on ne sait pas exactement quoi. Puis ces mêmes élèves-là vont se retrouver sur un marché du travail bientôt, un marché qui va être complètement différent de celui qu'on a en ce moment. Les prédictions disent qu'en 2050, 45,6 % des emplois qu'on a en ce moment vont avoir été automatisés. C'est pas rien, là. Et donc, les enfants qu'on a aujourd'hui dans nos classes vont devoir jouer avec l'information. Déjà, cette information-là circule de plus en plus. On le voit, on a cité certains exemples dans les médias sociaux récemment. Il va falloir traiter, juger cette information-là, parce que si on ne le fait pas, d'autres vont le faire pour nous. Puis ça peut devenir dangereux. Heureusement pour nous, on a des outils qui sont de plus en plus avancés, qui nous permettent de faire les choses de plus en plus vite, de mieux en mieux. Et puis ça, c'est bien. Là, M. Proulx, vous demandez où est-ce que je m'en vais avec ça. Là, je vois dans vos yeux, là, vous dites « Ouais, s'entreprendre. » Bien, j'y arrive, en fait. Je mets la table pour vous présenter, en fait, les choix que moi, j'ai faits. Parce qu'on faut être réaliste, on ne peut pas tout faire. Margarita nous proposait une liste de 15 éléments. Thierry Carsanti, 17. Je vous en propose 3 que moi, j'ai choisi de prendre de mon côté parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur et je crois que c'est en ligne avec l'idée de développer des penseurs critiques. La première, c'est de promouvoir l'utilisation de problèmes ouverts en mathématiques. Ça marche aussi dans le reste. En français, en histoire, on peut utiliser des problèmes ouverts. Des problèmes ouverts, ce sont des problèmes qui s'ouvrent vers plusieurs possibilités, donc plusieurs réponses, plusieurs stratégies. Donc, tous les élèves peuvent s'engager. L'image que vous voyez en ce moment, c'est 3 problèmes qui sont fermés. C'est compliqué, là, mais je reviendrai avec vous avec ça plus tard. Mais c'est fermé, donc c'est une seule solution possible. Et je voulais vous les montrer parce qu'en modifiant un tout petit peu ces énoncés-là, on peut les transformer en problèmes ouverts. Donc, avec les manuels qu'on a en ce moment, on est capable d'ouvrir les problèmes pour en faire des problèmes ouverts. Donc, des fois, c'est juste en cachant une partie de l'information, en modifiant l'image, en cachant des données dans l'énoncé. Puis tout d'un coup, on peut avoir des discussions avec nos élèves. C'est vrai, là, ça. Je l'ai fait. C'est merveilleux. Deuxième enjeu sur lequel j'ai décidé de travailler, c'est l'erreur. Avoir plus de place à l'erreur. En mathématiques, mais dans l'éducation en général, parce que l'erreur, ça fait partie de notre manière d'apprendre comme humain. Pourtant, en éducation, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y en a ici qui font du ski? Main levée, font du ski. Gardez vos mains levées. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais tombés en ski? Vous voyez? Mais je ne pense pas que le contexte scolaire est une exception à ça. Pour apprendre, il faut faire des erreurs. Puis il faut que l'environnement scolaire nous permette de faire ces erreurs-là. Le troisième enjeu sur lequel j'ai décidé de plancher, c'est de piquer la curiosité des élèves. Piquer la curiosité des élèves. On n'a plus juste une aiguille pour piquer aujourd'hui en 2018. On a des images, on a des vidéos. Puis il faut tirer profit de ça avec ou pour les élèves, mais il y a moyen de saisir des images comme celle-là, de les présenter à des élèves puis d'en faire des situations d'apprentissage. Les questions vont émerger des élèves. Dan Mayer, s'il y en a qui le connaissent, a proposé un bon modèle pour tirer profit de ces situations-là. Vraiment. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'une récapitulation? Hein? Allons-y. Donc, premier point, problème ouvert. Tirer profit des problèmes ouverts. Deuxième point, militer pour avoir une plus grande place à l'erreur dans les classes de mathématiques, mais dans l'éducation en général. Et troisièmement, piquer la curiosité de nos élèves. Ces 3 points qui sont mes points, c'est ma ligne directrice à moi. C'est 3 choix que moi j'ai faits quand j'ai décidé de vouloir développer la pensée critique chez nos élèves. Puis je vous invite à choisir 3 éléments ou même juste un élément sur lequel vous voulez travailler. Parce que Claire, en ce moment, c'est un beau moment pour réaliser que tout seul, on peut faire des super belles choses, mais c'est vraiment ensemble qu'on réalise les plus beaux accomplissements. Puis 2050, ce ne sera pas juste moi, ce ne sera pas juste vous. En 2050, c'est nos élèves qui vont être assis ici pour refaire le monde, puis nous, on peut les aider aujourd'hui. Ouais.
Je vais demander à tout le monde de revenir, puis on pourra les applaudir tous ensemble. Je pense qu'ils ont réussi à partager leur passion et de s'entreprendre. Donc, merci tout le monde. Il y a Nao qui revient par demande populaire. Il y a Fanny Pessec, il y a Simon Lavallée, il y a Alain Poitras, il y a Julie Chamberlain, il y a qu'est-ce que je manque là? Simon Lavallée. Voilà, je pense que tout le monde y est. Et ma chère Annick. Voilà. Bravo!